poser ces actes qui ont un sens politique assez important. L'autre élément, et ce qui me plaît le plus, c'est que ce sont des ingénieurs sénégalais, c'est le savoir-faire sénégalais qui a été à la base de l'ingénierie et à la conception de cet instrument. Et je dis instrument parce qu'aujourd'hui, lancer des satellites vont nous permettre d'avoir une qualité des données dans la prise de décision politique. Aujourd'hui, tout ce qui relève du climat, tout ce qui relève des données météorologiques, tout ce qui relève aussi des changements climatiques sont des paramètres qui rentrent dans la ligne de compte quand nous devons prendre des décisions en tant que décideurs, en tant qu'investisseurs, en tant que ceux qui doivent faire l'aménagement des territoires, ceux qui doivent penser le développement des villes. L'information de qualité, l'information juste, vraie et à l'heure est fondamentale pour la prise de décision. Donc voilà autant de points qui font qu'aujourd'hui, oui, nous devons être fiers, mais aussi nous devons savoir l'importance de cet instrument et en faire aussi un bon usage. Oui. Est-ce un pas vers l'autonomie technologique? Absolument. Vous savez, la technologie a toujours été à la base des grandes avancées des civilisations. Dans mon ouvrage, le projet souverain, je mets en avant, dans les 10 fondements, je mets en avant la technologie, qui est l'un des fondements majeurs que nous devons maîtriser et appliquer selon nos intérêts et selon nos ressources. Sans la technologie, nous ne pouvons pas avoir une avancée par rapport à nos concurrents, que ce soit sur les questions d'agriculture. Si nous ne maîtrisons pas les technologies qui nous permettent de nous industrialiser, nous ne pouvons pas avoir ces valeurs ajoutées et atteindre ce volume de production. Que ce soit dans le domaine du logement, si nous ne maîtrisons pas la technologie et l'industrialisation, il nous sera impossible de combler le gap de plus de 500 000 logements déficitaires aujourd'hui sur le territoire national et qui est à l'origine du fait que le loyer coûte extrêmement cher. La technologie a toujours été à la base des grands rattrapages. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons considérer cet instrument ou la question des technologies d'une manière générale comme un des fondements de notre projet de souveraineté. Sans la technologie, il nous sera difficile de rattraper le retard et surtout maintenir le cap. Comme vous le savez, même en économie, quand on analyse les différents marchés ou les marchés émergents, souvent la question de l'innovation technologique est toujours à la base de certaines entreprises qui parviennent à faire des percées dans le marché. Donc l'innovation, la science d'une manière générale, la technologie et l'application de cette science-là et de ces technologies a toujours été un game changer. Et nous devons le comprendre et investir en cela, garder la matière grise qui est à la base, investir dans l'innovation, dans la recherche et dans la maîtrise de ces instruments. Oui, certains détracteurs de votre régime n'ont pas manqué d'ironiser un peu en disant qu'au moment où le Sénégal touche les étoiles, le Premier ministre du Sénégal nous parle d'un pays en ruine. N'est-il pas paradoxal? Effectivement, certains peuvent penser que c'est paradoxal s'ils ont l'esprit assez court. Vous savez, c'est parce que le pays est en ruine qu'il est important que nous utilisions les grands moyens et les grands moyens technologiques pour pouvoir justement combler le gap. Le pays est en ruine, je vous disais tout à l'heure, d'un gap de 500 000 logements. Si nous n'avons pas l'industrie et les nouvelles technologies de construction, mais nous n'allons pas pouvoir combler le gap. Aujourd'hui, le Sénégal est en ruine. Si nous ne pouvons pas utiliser ces sciences qui nous permettent aujourd'hui de savoir où habiter, où ne pas habiter, c'est quoi les changements climatiques? Parce que c'est ça, fondamentalement, l'une des premières options par rapport à ce satellite que nous devons de lancer. Et aujourd'hui aussi, bon, nos détracteurs peuvent le faire, mais ce travail-là ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça a été quelque chose qui a cheminé pendant plusieurs décennies. Et je pense que même après nous, les nouvelles générations vont continuer de démontrer que les Sénégalais sont capables d'ingéniosité et sont capables aujourd'hui de concevoir tous les instruments scientifiques et techniques qui peuvent nous aider non seulement à relever les défis, à reconstruire ce pays et surtout, et c'est là qu'on nous attend le plus, à ce que nous puissions jouer notre rôle dans le développement de l'Afrique. Le fait de dire que nous avons hérité d'un pays en ruine n'est pas trop exagéré.
monsieur le ministre? Ce n'est pas trop exagéré, en tout cas pour ma part. Oui. Je pense que ceux qui ont l'habitude de me suivre ou de lire mes écrits savent que depuis 2017, je parlais d'une tension de trésorerie et d'un pays qui n'est plus capable de gérer les urgences. Les salaires sont régulièrement payés au Sénégal. Gérer un pays, il n'y a pas de crise sociale majeure. Gérer un pays ne se limite pas à payer des salaires. Oui, ça c'est le minimum syndical. C'est le minimum syndical. Oui, mais on parvient à le faire quand même. Oui, mais payer les salaires, faire fonctionner les différentes institutions, mais ne pas être capable de faire ce que nous méritons. Est-ce que ça, c'est le minimum syndical qu'on demande à des gouvernants qui doivent savoir que dans nos pays, tout est urgence, tout est priorité? Je pense que aujourd'hui, ceux qui sont là à s'alarmer sur cette expression sont juste dans la politique politicienne. Ce pays est en ruine et nous le savons. Allez dans nos hôpitaux. Aujourd'hui, hier, toute la journée, j'ai été visiter l'ensemble des familles de Diourbel qui ont été affectées par cet accident. J'ai par la suite fait le tour de nos hôpitaux pour voir les conditions dans lesquelles nos malades se trouvent. Et quand on voit nos hôpitaux, quand on se dit que sur Diourbel, nous n'avons pas un chirurgien spécialisé dans tout ce qui est opération au niveau des cerveaux, vous pensez que les investissements en matière de santé ont été faits? Non. Voilà un pays en ruine. Un pays en ruine ne se limite pas uniquement à la situation budgétaire en tension de trésorerie, mais un pays en ruine, c'est toujours regarder nos salles de classe. Est-ce que ce sont ces salles de classe que les Sénégalais méritent? Est-ce que ce sont ces hôpitaux que nous méritons? Est-ce que ce sont ces logements que nous méritons? Mais voilà. Avec tout cet enthousiasme et cette euphorie qui ont accompagné l'avènement au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, le fait de dire que nous avons hérité d'un pays en ruine, est-ce que cela ne risque pas de doucher les ardeurs des Sénégalais et même des investisseurs qui voudraient certainement venir investir au Sénégal? Ce sont ces Sénégalais qui ont choisi, comme vous le dites avec enthousiasme, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et l'ont mis à la tête de ce pays. Ceux-là, en le faisant, ils l'ont fait parce que justement, ils savent que ce pays est en ruine. Si le pays était ici, tous les indicateurs étaient au vert, s'il n'y avait pas de feu au foyer, je ne pense pas que les Sénégalais nous auraient plébiscité de près de 53% avec ce score unique, avec cet enthousiasme et ce soutien. Les Sénégalais qui nous écoutent savent que ce pays est en ruine et c'est pour cela qu'ils nous ont choisis. Et le dire n'est que dire la vérité. Et cela n'entame en rien l'enthousiasme des Sénégalais. Au contraire. Ah oui, vous pensez? Au contraire. Cela conforte les Sénégalais sur les impressions qu'ils avaient et qui ont fait qu'ils ont changé le régime. Et le fait de leur dire qu'effectivement ce pays est en ruine, la raison pour laquelle vous nous avez choisis se justifie. Et c'est ensemble. Si les gouvernants et gouvernés sont conscients de la situation de ruine, ensemble nous pouvons reconstruire. Si la nation sénégalaise n'a pas une conscience réelle de l'état de la nation, est-ce qu'ils pourront s'engager dans les chantiers dans lesquels nous les appelons? D'ailleurs, quand le président de la République a eu la lumineuse idée de lancer chaque mois une journée autour d'un point important, les inondations, journée sur le nettoyage, on a vu comment les Sénégalais se sont levés pour l'accompagner, nous qu'ils ont choisi, pour qu'ensemble nous puissions changer notre cadre de vie. Alors, ça c'est la preuve inéluctable que les Sénégalais sont conscients des enjeux, ils sont conscients de l'état de délabrement de notre situation financière, de nos cadres de vie, des bâtiments en ruine. Ma dernière communication en Conseil des ministres portait sur ces bâtiments en ruine qui aujourd'hui sont en danger pour les Sénégalais. Et nous allons prendre des mesures. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense que les Sénégalais sont conscients. Les Sénégalais sont responsables. Ils veulent qu'on leur dise la vérité. Parce que c'est dans la vérité que nous pouvons construire. Ce n'est pas leur cacher une situation qu'ils vivent déjà. Aujourd'hui, est-ce que le fait d'invoquer la lourdeur de l'héritage signifie que le projet est en train de revoir ses ambitions à la baisse? Absolument. Pas du tout. Non, absolument pas. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler du lourdeur de l'héritage. Il s'agit de faire un diagnostic sans complaisance. Il s'agit de faire une analyse froide et sérieuse de la situation. De cette analyse, on tire un diagnostic. De ce diagnostic, on tire des conclusions. Et de ces conclusions, on prend des recommandations. Et ensemble, avec toutes les composantes de la nation, ensemble, nous changeons ce pays.
Ce n'est pas un président et 25 ministres qui vont changer ce pays, mais c'est tous les Sénégalais. Et c'est pour ça qu'il est important que nous puissions avoir un discours de vérité et dire que tel secteur est en ruine, nous devons faire telle réforme, nous devons faire tel changement, nous devons changer de comportement. Ce n'est pas alarmer les Sénégalais, c'est dire aux Sénégalais, nous devons changer ce pays, nous devons exécuter le projet. Cette exécution du projet commence par un diagnostic, commence par un changement d'état d'esprit, de comportement et des réformes en profondeur que nous devons mener. Et ça, c'est un langage de vérité et je pense, et j'en suis même persuadé, que nous allons continuer dans cette lancée. Parce que beaucoup pensaient que même l'initiative que nous avions d'organiser une journée, cette n'allait pas continuer, ont tout de suite déchanté et vous ne les entendez plus. Aujourd'hui, c'est une journée que nous tenons chaque mois. Est-ce que le mouvement n'est pas en train de s'essouffler là? Non, du tout. Je pense que tous ceux qui sont... Je pense que si le mouvement était en train de s'essouffler, nos adversaires seraient les premiers à siffler cela. On ne les entend pas. Donc c'est encore un des trains de Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko qui arrive à bon port. Donc on les entendra pas trop sur cette question-là. La question sur laquelle vous êtes attendu aussi, c'est la question de la reddition des comptes qui occupe une place centrale dans le projet. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez l'impatience des Sénégalais de vous voir passer à l'acte, c'est-à-dire traduire en justice ces délinquants à col blanc qui ont eu à nous diriger pendant 12 ans? Je ne pense pas que les Sénégalais sont impatients sur cette question. Vous savez... C'est devenu une demande populaire, monsieur le ministre. Effectivement, mais je ne pense pas qu'il y ait une impatience des Sénégalais de voir d'autres Sénégalais être traduits en justice. Je ne pense pas. Les Sénégalais savent que nous allons faire les réformes, nous allons faire les audits que nous devons faire. Nous allons analyser les situations. Nous prendrons les décisions au moment où nous devons les prendre. Parce que les Sénégalais n'aiment pas qu'on soit dans des logiques de chasse aux sorcières. Et nous ne nous inscrivons pas dans cette logique-là. Et les Sénégalais ne sont pas dans cette approche-là. Ce que les Sénégalais demandent, c'est que nous réorganisons l'ensemble de nos structures, que nous fassions un audit de l'ensemble des fonds. Et s'il doit y avoir des sanctions, il y aura des sanctions. Si la justice doit faire son travail, la justice fera son travail en toute indépendance. Et c'est pour cela que le président de la République a jugé opportun et important tout de suite d'enclencher la réforme sur la justice, pour que nous puissions dire que c'est une justice réformée, avec des magistrats qui aujourd'hui valident le cadre d'administration dans lequel ils évoluent, qui s'occuperont de ces dossiers-là. C'était le préalable, cette réforme de la justice. Nous ne voulons pas Vous savez, on aurait très bien pu utiliser la justice qu'ils ont utilisée contre nous tous pour utiliser cette justice-là contre eux. Mais nous sommes responsables. Nous partons du principe que ce que nous avons promis au peuple sénégalais, c'est une justice libre, responsable. Et c'est une justice libre et responsable qui s'occupera de ce travail-là. Nous, en tant que pouvoir exécutif, nous ferons le travail d'audit, nous ferons le travail de diagnostic, nous sortirons les rapports qui doivent sortir. La justice fera son travail, en toute équité et selon son temps. Alors, quel est l'état des lieux maintenant de votre département? Comment l'avez-vous trouvé, le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires? Vous savez, c'est un secteur que je connais parce que j'ai eu la chance d'être conseiller technique en charge de la décentralisation et de l'aménagement du territoire il y a 12 ans. Donc c'est un secteur dont le diagnostic n'a pas été très complexe. Bien évidemment, les enjeux au niveau de ces ministères sont des enjeux extrêmement importants. Premièrement, vous savez que l'aménagement du territoire n'a jamais eu le rôle qu'on devait lui donner réellement. Nous n'avons jamais mis en avant la territorialisation des politiques national d'aménagement du territoire. Oui, le plan national doit être appliqué, ce qui n'a jamais été le cas. C'est bien de travailler sur un plan national, c'est autre chose que de voir nos territoires émerger, être structurés, avoir des pôles territoires qui vont porter le développement économique de ce pays. C'était en cours d'exécution. Non, vous savez... Le décret d'application n'est sorti qu'en 2022. J'étais conseiller technique dans ce ministère il y a 12 ans. Il y a 12 ans, nous avions validé une lettre de politique sectorielle qui parlait de territoires viables, porteurs de développement. 12 ans après, rien n'a été fait. Alors, on est très bon pour formuler des stratégies et des programmes selon des sujets même complexes. Vous allez le corriger, le nouveau plan d'aménagement du territoire national? Il ne s'agit national? pas de le corriger, il s'agit de le mettre en œuvre.
C'est de cela, c'est ça que les Sénégalais attendent. Les Sénégalais attendent de l'émergence des pôles territoires, vous savez, et c'est pour ça que dernièrement j'ai été à Ziguinchor, j'ai regroupé l'ensemble des maires autour du programme PEDEC, qui est le programme sur le développement économique de la Casamance, parce que cela m'intéressait de regarder un programme qui est à l'échelle d'un pôle, comment c'était managé. Et tout de suite, l'ensemble des maires qui étaient autour des discussions ont compris l'enjeu et l'importance d'avoir ces pôles territoires, ces pôles d'aménagement, ces pôles d'urbanisation, ces pôles de développement territorial, ces pôles qui doivent réfléchir sur comment connecter le territoire, comment sortir les terres agricoles, les zones de pêche, les grands aménagements, les ponts, les routes qui peuvent avoir un impact important. Voilà l'importance de ces pôles territoires. Et aujourd'hui, dans très peu de temps, nous allons sortir le premier cadre d'organisation des pôles. Nous allons le faire de manière collégiale. Nous allons consulter autant les maires, autant la déconcentration, parce qu'ils ont un rôle important à jouer. Nous allons valider cela avec le ministère de l'économie, parce que les pôles ont un objectif de développement économique. Nous allons discuter aussi avec le ministère des Finances, qui aujourd'hui comprend que par les pôles, on devrait même être capable d'allouer un budget spécifique par pôle pour prendre en charge les grands projets. Nous sommes en train de structurer cet axe aménagement du territoire national à travers différents pôles qui vont porter le développement. Parallèlement, nous avons hérité d'un secteur où tout ce qui était gestion des déchets et du cadre de vie n'était pas très bien structuré. Vous savez, nous avons Sonaged qui fait un effort important et on a vu comment Sonaged pouvait avoir un impact sur notre cadre de vie, mais aujourd'hui, Sonaged doit aussi être regardé en rapport avec les municipalités. Quels sont les rapports que nous devons avoir avec les maires et comment les maires peuvent apporter leur contribution sur la question possible entre la Sonaged et les municipalités. Oui, ça, c'est l'un des axes sur lesquels nous sommes en train de travailler parce que Sonaged est un instrument d'une importance capitale, c'est une expertise, c'est des ressources humaines et avec les municipalités, dans le cadre même de régime municipal, nous pouvons voir ensemble comment nous pouvons travailler pour que nous puissions faire de cet outil qui sert tous les Sénégalais, sans distinction, parce que comme disait un de mes amis, Sonaged, c'est très, il n'y a rien de plus égalitaire, parce que quand on prend les déchets, on ne regarde pas si c'est les ordures d'un riche ou d'un pauvre. Oui. Donc il n'y a rien de plus. Donc ça, sur cet axe-là, on est en train de faire des avancées importantes. L'autre pan aussi, concernant toujours la question des déchets, c'est que nous ne voulons plus que la question des déchets soit toujours un poste de dépense où l'État investit uniquement pour la collecte. C'est pour ça que nous sommes très focus sur le projet de valorisation industrielle des déchets. Pour nous, nous devons aujourd'hui avoir autour de nos 8 pôles territoires des structures industrielles capables de récupérer tous les déchets collectés par Sonaged et qu'ils puissent les valoriser et que ça puisse revenir dans notre cycle de production pour que les déchets ne soient pas uniquement juste un poste de dépense, mais aussi un poste plus ou moins équilibré avec une valorisation des déchets. Valorisation qui peut avoir un impact sur la question de tout ce qui est carburant solide, combustible solide, tout ce qui est fertilisant, tout ce qui est pavage, toutes ces choses-là peuvent être valorisés à travers nos déchets. Donc c'est des projets sur lesquels nous avons déjà stabilisé un cadre et nous sommes même en discussion avec plusieurs partenaires techniques et financiers qui aujourd'hui ont un intérêt pour l'exploitation des déchets. Oui, et ce problème qui revient sans cesse entre l'État et les concessionnaires du déploiement. Effectivement. Et c'est pour ça, il faut y mettre un terme. Il faut y mettre un terme et c'est pour ça que l'approche avec les municipalités est fondamentale. Aujourd'hui, Sonaged a l'expertise et la planification et la gestion de tout ce qui est collecte. Il faudrait maintenant qu'avec les municipalités, que nous puissions avoir un cadre de partenariat où les municipalités appuient en équipement et tout autre édifice qui peut venir en appui. Je pense que si nous pouvons créer, et c'est possible, nous créerons cette synergie entre Sonaged et les collectivités, et là, les municipalités pourront jouer leur rôle parce que les municipalités l'ont exprimé. Ils ont ce besoin-là aujourd'hui de prendre en charge la question de la gestion de la collecte des déchets parce que c'est une exigence de nos concitoyens qui demandent à ce qu'il y ait une très bonne gestion sur cet aspect-là. Je disais aussi que concernant la décentralisation,
nous avons initié des rencontres mensuelles avec les élus, près de 40-50 élus. Chaque mois, le ministère, avec son pool d'experts et avec l'ensemble des corps, que ce soit département et avec les maires, nous allons prendre un sujet technique. Ça peut être sur la gestion du capital humain, ça peut être sur la viabilité d'une municipalité, sur la question des emprunts, sur la question des nouvelles compétences que nous devons avoir. Si nous devons réformer, quel type de compétences nous avons réellement besoin. Aujourd'hui, de plus en plus, les maires expriment le besoin d'avoir une compétence en assainissement. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ils sont en train de faire des efforts à ce niveau. Donc, il y a 11 sujets que nous avons présélectionnés qui pour nous sont des sujets d'une importance capitale, qui pourront nous permettre, si nous faisons les discussions et que nous tombons d'accord sur quel type de décentralisation nous pouvons avoir concernant le secteur, va nous permettre maintenant d'aller vers une grande réforme de la décentralisation qui sera cette fois-ci une réforme technique qui parviendra qui nous permettra de répondre à des questions qu'aujourd'hui que nous posons, mais questions auxquelles nous n'avons jamais apporté de réponse. La question de la viabilité, la question de la fiscalité, la question de l'endettement de nos municipalités, la question de la viabilité, la question de comment nous gérons la fonction publique au niveau de nos mairies, qui aujourd'hui pose un sérieux problème. Donc, autant de sujets techniques. Mais êtes-vous en train de nous annoncer l'acte 4 de la décentralisation? Alors, je ne veux pas m'enfermer sur des histoires d'acte 4 ou 3, parce que souvent, on a tendance à se focaliser sur les noms. Moi, en tout cas, je dis qu'on va aller vers une grande réforme, et ce sera une réforme qui devra porter sur 11 points ou 12 points très techniques. Nous ne voulons plus d'un code des collectivités locales qui est plus un cadre général qui ne permet pas à un maire de prendre des décisions rapidement. Ce que nous voulons, c'est véritablement une sorte de manuel de gestion qui permettra à un maire de savoir qu'est-ce qu'il doit faire quand on parle d'urbanisme, qu'est-ce qu'il doit faire quand on parle de zonage, qu'est-ce qu'il doit faire quand on parle d'éducation, de santé, qu'est-ce qu'il doit faire quand on parle d'assainissement, qu'est-ce qu'il doit faire quand on parle de ratio budgétaire de sa municipalité pour respecter les viabilités, qu'est-ce qu'il doit faire s'il veut emprunter, quels sont les modes de gestion des services publics, quels sont les modes de gestion des équipements. Toutes ces questions-là, qui sont des questions de gestion, qui sont des questions d'administration, questions sur lesquelles, généralement, notre cadre juridique reste très... oui, parce qu'avec l'acte 3, on a donné beaucoup de compétences aux municipalités sans que les moyens ne suivent. Mais même, au-delà même des moyens, sans qu'on puisse proposer un cadre méthodique. Et des procédures. Vous savez, dans une entreprise, plus une entreprise prend de l'ampleur dans sa gestion, plus on a besoin de manuels de procédures pour clarifier si nous devons recruter, comment on recrute, si nous devons faire un plan d'urbanisme, quelles sont les règles, si nous devons faire de l'aménagement, c'est comment, si nous devons construire, c'est comment, si nous devons emprunter, c'est comment, si nous devons avoir des ratios budgétaires qui nous permettront de demander d'autres financements, qu'est-ce que nous devons faire. Je pense que, et c'est pour ça que je dis que nous avons institué chaque mois une rencontre mensuelle. On a mis en place une équipe technique constituée d'experts qui vont prendre le temps de réfléchir et de proposer. Cette journée-là sera une journée de présentation d'un modèle concernant ce point précis qui sera discuté, peaufiné, validé. Et après cela, quand nous aurons discuté autour de 12 points majeurs, nous réunirons toutes ces conclusions, nous le soumettrons au président de la République qui regardera cette nouvelle décentralisation qui sera une décentralisation technique, organisationnelle, qui va avoir des objectifs et qui peut avoir précis. Pour nom, acte 4 de la décentralisation. Si vous tenez à votre acte 4, mais comme je connais un peu le débat acte 3, certains ne sont même pas d'accord sur le terme acte 3, donc je ne voudrais pas qu'on pollue un débat que je veux qu'il soit un débat technique sur des questions d'appellation. C'est pour ça que je n'insiste pas sur 4, parce que d'autres sortiront demain pour dire, bon, le ministre dit 4, mais même est-ce que 3 s'appelait réellement 3? Il faut évaluer d'abord le 3. Donc, je ne veux pas m'enfermer. Ce que je sais, c'est que nous savons plus ou moins le contenu que nous voulons donner à cette réforme. Nous voulons que ce soit une réforme qui permette d'aller vers un niveau beaucoup plus technique, organisationnel, qui parle des procédures, des différentes compétences et qui puisse aider un maire à tout de suite savoir avoir les instruments de planification, de gestion, les procédures et l'organisation qu'il lui faut pour tout de suite pouvoir donner du service à ses concitoyens. Parce que la finalité de la décentralisation,
c'est offrir du service. Oui. Que dire maintenant de cette crise qui secoue les collectivités territoriales avec cette grève qui dure depuis bientôt 2 ans des travailleurs du secteur qui en sont à leur 29e plan d'action. Oui, c'est beaucoup, 29 plans d'action. Sauf que là, la semaine passée, on vous a vu faire un peu dans la menace, alors que pour les travailleurs, vous étiez attendu sur une solution de sortie de crise. Que répondez-vous à cela? Alors, il n'a jamais été question de menace. Je ne me permettrai pas, j'ai beaucoup trop de respect pour ma personne et pour les autres pour proférer des menaces. Les menaces, c'est pour les personnes qui peut-être ne se respectent pas. Moi, je ne menace personne. Ce que je dis, c'est simplement rappeler des principes. Parce que si cette grève a duré pendant 2 ans, c'est parce qu'il n'y a pas eu un langage franc et sincère qui n'a jamais dérogé des principes d'administration et de gestion. Il y a eu des accords signés avec l'ancien régime. Non, justement, il n'y avait pas d'accord signé. C'est ça l'enjeu. Vous savez, c'est Abdoulaye Wade, en 2011, qui a voté une loi qui porte sur la fonction publique locale. Mais quand vous lisez cette loi, vous vous rendez compte que cette loi parle de fonctionnaires. La loi de 2011. Loi de 2011, oui. C'est une loi qui parle des fonctionnaires. Et quand on fait une lecture très simple de la loi, on se rend compte que cette loi parle des fonctionnaires qui sont au niveau des municipalités, et surtout parle de comment il faudrait que les fonctionnaires puissent quitter le niveau central, aller au niveau local, et la loi précise qu'ils doivent être au même niveau de rémunération, même niveau de conditions, qu'on doit assurer la mobilité. Donc on parlait des fonctionnaires. Mais la loi ne généralise pas pour dire que si vous avez un contrat avec la municipalité, dès que la loi est votée, de suite vous êtes fonctionnaire. La loi n'a jamais dit cela. Et c'est sur ce point qu'il y a un petit achoppement entre nous. Et d'ailleurs, quand la loi a été votée, la loi de 2011, tout de suite après, le ministre d'alors a pris un arrêté pour dire ceux qui travaillent dans les municipalités et qui pensent pouvoir intégrer la fonction publique, parce que travailler dans une municipalité ne veut pas dire que vous êtes fonctionnaire. Nous tous, nous savons, même un élève qui vient d'avoir le baccalauréat, si vous lui demandez comment être fonctionnaire, il va vous dire c'est l'État qui exprime le besoin. Ensuite, je passe par concours ou je suis recruté par titre. Donc, c'est comme ça qu'on devient fonctionnaire. Et la fonction publique locale a été structurée, organisée, avec des procédures que nous connaissons tous, qui respectent les mêmes principes qu'au niveau central. Sauf que la loi est claire. Dans l'article 30, il dit le fonctionnaire doit, même s'il y a des indemnités, des choses à payer en plus, c'est les municipalités qui doivent payer cela. Et ça, c'est pour le respect du principe de libre administration des collectivités locales. D'ailleurs, en réalité, moi, en tant que ministre, je ne fais que jouer mon rôle de régulateur. Oui. Mais ces travailleurs-là, je ne suis pas leur employeur. Ce sont les mairies qui sont les employeurs. Moi, mon rôle, c'est de travailler à ce qu'il y ait une stabilité et qu'on respecte les principes d'administration et de gestion. Tout simplement. Faites-vous des travaux commandés par l'ancien Premier ministre de vénérée mémoire, Boun Abdallah Dionne, sur la disparité dans le traitement salarial dans l'administration? Mais justement, oui. La question aujourd'hui... Il faut aligner tout le monde, non? Il faut aligner les fonctionnaires. Mais ce n'est pas parce qu'un maire a fait des recrutements dans sa municipalité, a distribué des salaires de 80 000. La dernière fois, j'ai entendu un maire qui s'apitoyait sur le fait que c'est des petits salaires. Mais qui a signé ces petits salaires-là? Ce sont les maires, ou certains maires, je devrais dire. Certains maires ont fait ce recrutement-là. Est-ce que vous savez de combien de travailleurs on parle, Pierre-Edouard? On parle de 16 000 travailleurs recrutés par les maires. Vous savez, quand la loi de 2011 a été votée, le ministre d'alors a pris un arrêté pour dire, vous qui travaillez dans les municipalités, si vous pensez que vous réunissez les conditions pour rentrer dans la fonction publique, donc le principe, c'était bien que cette loi ne concernait pas tous les travailleurs. Et cet arrêté permettait à tous ceux qui pensaient qu'ils pouvaient intégrer de déposer leur dossier au centre de formation. Le Centre national de la formation. Et le centre local. C'est ça qui a permis à ce centre de savoir qu'aujourd'hui, il y a 16 000 demandeurs. Et parmi ces 16 000, il y a 1037 qui, durant la période dérogatoire d'1 mois, peuvent aujourd'hui être considérés comme des fonctionnaires. Mais c'est le centre qui valide ces recrutements, non? Pas du tout. Le centre ne peut pas valider de recrutement. Il y a une procédure. Oui, le centre est là pour faire un travail d'encadrement. Aujourd'hui, le centre, si vous, le directeur, vous l'avez vu dernièrement à Giancarlo, l'a bien précisé, aujourd'hui, le centre considère qu'on a 1037 dossiers qu'on peut considérer comme étant des fonctionnaires. Et sur ce, nous sommes prêts à accompagner les maires qui doivent payer
des indemnités et qui ne le peuvent pas, nous sommes prêts à les accompagner. L'impact budgétaire de ces 1037-là tourne autour de 1400 milliards par an. Et nous l'avons dit, nous sommes prêts aujourd'hui. Toute personne qui, après étude du dossier technique, démontre qu'il respecte les conditions pour être considéré comme un fonctionnaire de l'État du Sénégal, nous sommes prêts à les accompagner. Mais les accompagner avec les maires, parce que ce sont les maires qui sont encore une fois les employeurs. Nous ne sommes pas les employeurs. Donc sur ce point, il faut que les gens... Là, l'État est en train de faire du ponce-pilatisme, quoi. Vous vous en lavez les mains? Non, du tout. Nous posons sur la table des principes de gestion que personne ne peut mettre, ne peut occulter. Personne. Personne ne peut me dire qu'aujourd'hui, c'est l'État ou le ministère qui doit payer, alors que ce sont les maires dans la loi sur la fonction publique. L'article 30 dit clairement, les maires sont responsables du paiement de tout ce qui est indemnité. Et ça, ils ne le disent pas. Donc, moi, en tant que ministre, je joue un rôle de régulateur. Quand j'ai été nommé ministre, la première audience que j'ai accordée, je l'ai accordée aux 5 syndicats. Je les ai reçus. Ça aussi, ils l'oublient. Oui, ils ont parlé de prise de contact. Il ne s'agissait pas d'une prise de contact. Ils vous ont, selon eux, envoyé 2 demandes d'audience. Vous n'avez pas répondu à ça. Dernièrement, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai pris fonction, ils étaient encore en grève. On a convenu d'une réunion de travail. Ce jour-là, j'ai considéré qu'effectivement, quand on analyse le volume des agents, il y a des agents dont la revendication se justifie. Parce qu'ils ont le statut de fonctionnaire. Le centre environ 1037 agents qui aujourd'hui peuvent être considérés comme des fonctionnaires. Et ces gens-là, la base légale est là. Pour le reste, il faut mettre en place des processus de renforcement de capacité, de formation, de qualification pour leur permettre aujourd'hui de pouvoir jouer le rôle qu'ils doivent jouer dans nos municipalités. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui considérer qu'un maire qui a décidé d'employer un personnel politique, de recruter 100, 200, 400 personnes, et de dire maintenant le contribuable sénégalais, parce qu'attention, quand il demande que nous devons appliquer cela à tout le monde, quand nous avons évalué l'impact budgétaire, mais on parle de 21 milliards de francs CFA par an, et de 61 milliards si nous continuons... Depuis 2022. Depuis 2022. Oui. Mais ce qui se trouve... On ne peut pas nul ne peut se prévoir de sa propre turpitude. Quelle turpitude? Mais c'est l'État qui a laissé traîner ça depuis 2022, non? Non. La loi de 2022, elle est claire. La loi ne parle que de fonctionnaires. D'ailleurs, le point d'achoppement, je vais vous expliquer un peu les choses, comment ça s'est passé. Quand je les ai reçus, je leur ai dit, écoutez, ce que je vous demande, c'est que nous puissions avoir une discussion, des séances de travail. Parce que vous me demandez de régulariser, de travailler à la validation de l'indemnisation de 16 000 agents. Parmi ces agents, il y en a dont on doit évaluer le dossier. Ce dossier a un impact financier. Il me faut d'abord discuter avec le ministre des Finances pour voir l'impact. Ensuite, je dois voir la fonction publique pour faire une évaluation du cadre juridique. Et ensuite, je dois aussi discuter avec mes services. Et ça, j'aimerais que nous puissions le faire ensemble. C'est ce que je leur ai proposé. Et les syndicalistes ont considéré que, comme Amadou Ba et Macky Sall leur avaient fait des promesses de valider cela, des promesses politiciennes, de valider tel quel, de changer la loi et de rajouter agents fonctionnaires, de rajouter maintenant agents municipaux. Parce que ce qu'ils me demandaient en réalité, c'était de prendre des décrets qui étaient déjà écrits et dont il y avait les noms d'Amadou Ba et de Macky Sall, et je les ai les décrets, d'enlever des noms, de mettre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, et d'amener pour qu'on les signe. Je leur ai dit que je ne travaille pas comme ça. Au nom du principe de continuité de l'État. Si les décrets avaient déjà été signés, là on aurait pu parler de continuité. Mais ces décrets n'ont jamais été signés. Amadou Ba et Macky Sall n'ont pas été responsables sur cette question. Ils ont préféré ne pas dire la vérité que je suis en train de dire. Leurs engagements ne vous concernent pas. C'est des engagements politiciens. Et ça ne vous lie pas. 61 milliards. Considérer que 16 000 personnes recrutées par des maires, que l'État d'ailleurs ne connaît même. Aujourd'hui, j'ai demandé au gouverneur de me faire le point sur l'ensemble des grévistes. Quand on m'envoie les rapports, je vois agents sans matricule. Donc des agents qu'on a recrutés, la fonction publique ne les connaît même pas. Et on veut nous dire tout de suite, parce que Macky Sall avait fait des promesses irresponsables, aujourd'hui nous devons signer. Non, je suis désolé.
Une municipalité est là pour... Une municipalité, c'est une libre administration, effectivement. Mais la municipalité doit respecter des règles de gestion. Vous ne pouvez pas avoir un budget et prendre tout votre budget, faire des recrutements et ensuite demander à l'État de... En plus, la loi dit que c'est à la municipalité de prendre ça en charge. Mais vous dites maintenant à l'État central, vous devez le faire. Mais les municipalités ont les moyens limités, on l'a dit tout à l'heure. Vous savez, les municipalités... Oui, elles n'ont même pas les moyens de leur politique. Vous savez, on a toujours les moyens de sa politique, à moins qu'on décide de ne pas avoir, de poser des actes qui dépassent nos moyens. Si vous avez un budget, vous devez vous organiser à ne pas dépasser un certain volume, 30% en masse salariale. Si vous refusez cela, vous prenez des dépenses d'investissement et vous vous mettez à recruter un personnel un personnel à qui vous ne pouvez même pas offrir de bureau, à qui vous n'avez même pas de travail à leur donner, qui restent chez eux et on leur envoie des salaires. Et vous me demandez, moi, en tant que ministre, de venir et de considérer cela comme étant des fonctionnaires. Mais il n'y a pas de deux niveaux de fonctionnaires dans ce pays. Dans ce pays, pour être fonctionnaire, que ce soit au niveau central comme au niveau local, il faut répondre à un niveau de... Soit c'est un concours, soit c'est un recrutement par titre. C'est comme ça que les choses se passent. Mais le centre n'a pas organisé des concours. Mais c'est ça qu'on leur a dit. Oui. Aujourd'hui, nous sommes prêts, à travers le centre, de voir comment on s'organise avec les 15 000 autres restants. Et on leur a demandé, vous savez, quand je les ai reçus, j'ai écrit au Premier ministre, séance tenante, je suis avec les syndicats, j'ai discuté avec eux. Je leur ai montré la dimension technique de ce dossier. Il nous faut discuter avec les finances, comme je vous l'ai dit, avec la fonction publique, regarder les aspects juridiques, réanalyser tout cela, travailler sur une note et on aimerait venir vous voir. Le Premier ministre, et j'ai dit au Premier ministre, il me faudrait peut-être 3 mois au grand maximum pour faire cela. Le Premier ministre m'a dit, je suis prêt à les recevoir en 45 jours. Et j'ai dit aux syndicalistes, donc on va organiser des séances de travail et quand on va terminer notre séance, nous irons voir le Premier ministre. Mais quand ils ont quitté mon bureau, ils ont fait comprendre que, comme les politiciens sont tous pareils, les réunions de travail là, c'est vraiment une perte de temps. Nous, ce que nous voulons, c'est que ce que Macky Sall avait promis et que Amadou Ba avait promis, qu'on enlève les noms et qu'on mette les noms. Et ça, je leur ai dit, ça, par contre, je ne peux pas. Et j'ai continué mon travail d'analyse technique, d'analyse juridique, d'analyse de l'impact financier, de regarder comment je peux gérer les 1037 et qu'est-ce que je propose aux 15 000. Et quand ce travail a été terminé, nous l'avons soumis à l'autorité pour validation et c'est pour cela que j'ai tenu cette conférence de presse pour informer le peuple sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais souffre. Le peuple sénégalais souffre absolument. Parce que des politiques trop duré. Trop duré. 2 ans de grève. Oui. 2 ans de grève où vous dites que vous êtes en grève, pas parce que vous ne percevez pas votre salaire. Ils ont tous leur salaire à la fin du mois. Mais parce qu'ils demandent une indemnité compensatoire. Mais qui reste, qui décrète 5 jours de grève le lundi pour rester chez lui, encaisser des salaires et continuer à considérer qu'il me faut une indemnité qu'on donne à des fonctionnaires. Des fonctionnaires qui ont été recrutés par concours, par titre, et qu'on a recrutés sur la base d'une expression de besoin. Vous, c'est un maire qui vous a signé un contrat, et tout de suite vous exigez des indemnités au niveau central, sans pour autant que vous posez la question, est-ce que mon dossier fait partie des 1037 validés par le centre de formation? Qu'est-ce qu'on me propose comme alternative? Qu'est-ce que je peux faire pour mon développement de carrière? Et moi, vous savez, c'est moi qui ai validé, en tant que conseiller technique, la lettre de politique sectorielle de 2012. Dans cette lettre de politique sectorielle, l'importance de la ressource humaine des municipalités est un composant d'une importance capitale. Aujourd'hui, nous sommes ouverts, et je l'ai dit lors de cette conférence de presse. Voilà le cadre dans lequel nous sommes prêts à travailler. Nous sommes prêts à accompagner tous les maires dans la gestion de leur capital humain. Parce qu'encore une fois, c'est de la responsabilité des maires. Les maires ont signé des contrats de travail avec un personnel. Ce contrat-là, il relève de la loi. Et nous devons respecter le contenu de ce contrat. Si vous êtes un travailleur dans une municipalité, vous n'êtes pas fonctionnaire, vous ne pouvez pas prétendre à des indemnités compensatoires réservées à des fonctionnaires et vous devez respecter les heures pour lesquelles vous avez signé. Il est temps... Est-ce que vous annoncez des sanctions vous savez, contre les grévistes? Ce que j'ai dit, je le réitère ici. Aujourd'hui, nous avons analysé les 16 000 dossiers. Nous savons que 1037 peuvent être accompagnés.
nous allons les accompagner. Nous savons que 15 000 sont des agents municipaux. Nous sommes prêts aujourd'hui à discuter sur comment les accompagner pour améliorer leurs conditions de travail. Nous sommes prêts sur cela. Oui. Nous sommes prêts aussi aujourd'hui à faire de sorte que les Sénégalais puissent avoir le service qu'ils méritent quand ils payent un salaire. Parce que ce sont les Sénégalais qui payent des salaires. Et quand un Sénégalais paye un salaire à un autre Sénégalais, ce Sénégalais-là se doit de venir travailler. Si un Sénégalais dit « je vais en grève », il en a le droit. Encore faudrait-il que ce droit repose sur une base légale. Si ce droit ne repose pas sur une base légale, cette grève ne peut pas être considérée. Si parmi les 1037, il y en a encore qui veulent aller en grève et qui disent qu'ils veulent respecter le service minimum, nous le respecterons parce que nous sommes des légalistes. Mais ce que nous ne pouvons pas considérer aujourd'hui, c'est que des gens puissent continuer à bloquer ce pays parce que pendant 2 ans, on leur a tenu un langage politicien, un langage qui ne tient pas sur des principes de gestion, sur des choses que nous pouvons, qui ne respectent pas la libre administration des collectivités locales, qui ne respectent pas le fait que quand un homme politique, qui ne respecte pas l'esprit de la loi de 2011, qui ne respecte pas le fait que le centre de formation n'a pas validé les 16 000 dossiers, autant de points que nous devons discuter. Maintenant, si des syndicalistes refusent des séances techniques pour discuter, exigent de rencontrer le Premier ministre pour qu'il leur signe un document, moi, ça, vraiment, c'est leur liberté et je respecte cette liberté. Mais en tant que ministre, je me dois de faire preuve de responsabilité pour l'intérêt du contribuable sénégalais et pour le respect de la loi et des règles de gestion qui encadrent la décentralisation. Parce que l'autonomie d'un maire à gérer une municipalité ne se fait pas en dehors du cadre légal de gestion et du respect des contrats. Si un maire signe des contrats de travail avec des Sénégalais, c'est des contrats qui ont été validés par le droit du travail. Ce maire se doit de le respecter. Concrètement, monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour mettre un terme à cette grève-là des travailleurs des collectivités territoriales? Les Sénégalais vous attendent sur cette question-là. Mais je pense que nous sommes extrêmement clairs. Aujourd'hui, nous allons nous occuper à recevoir les syndicalistes et à tenir des discussions sur ces points. Et tous ceux qui m'entendent savent que oui, pour les 1037, nous allons travailler à les indemnités. Pour le reste, nous allons travailler à des plans d'encadrement et avec les maires, on doit travailler sur des plans de cadrage de leur capital humain. Entre-temps, les gens devront respecter la loi. Et ça, c'est respecter la loi, tout simplement. Si vous avez signé un contrat de travail, il va falloir que vous alliez au travail parce que vous percevez un salaire. Si vous ne le faites pas, la loi a déjà défini les conséquences de ce refus de travail-là. Et cela, c'est une ponction. Écoutez, sur les salaires des grévistes. Vous savez, mon objectif, encore une fois, ce n'est pas d'être dans la menace. Et je ne voudrais pas... Le droit de grève aussi existe, hein? Mais je l'ai déjà dit. Oui. Vous avez le droit d'aller en grève sur une base légale. Si la base n'est pas légale, vous ne pouvez pas. Parce que vous avez signé un contrat de travail. Et ce contrat-là aussi, c'est la loi. Vous savez, la loi qui vous donne le droit d'aller en grève, c'est cette loi même qui vous dit vous devez aller en grève quand vos droits ont été touchés. Encore faudrait-il qu'on justifie que le droit a été poussé. Mais même quand vous allez en grève, vous devez respecter le service minimum. Quand j'ai demandé il y a 2 mois que l'on respecte le service minimum, certains se sont soulevés pour dire « Oui, mais bon, ce ministre ne comprend pas la décentralisation. » Mais je pense que c'est eux qui vous accusent de manquer de connaissance du dossier. Vous savez, dans ce pays, le problème c'est que chacun parle. Beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens se disent experts. Je leur laisse cela. Une chose est sûre, quand je parle de libre administration des collectivités, personne ne peut enlever ce principe. Quand je dis que la loi de 2011 spécifiquement ne parle que des fonctionnaires, personne ne peut enlever cela. Quand je dis que ce centre de formation a validé, a considéré qu'on a 1037 et pour le reste, c'est encore à l'étude, personne ne peut enlever cela. Et quand je dis que nous sommes prêts à accompagner ce personnel pour qu'il puisse être le personnel dont on a besoin, personne ne peut changer cela. Quand je dis qu'il y a des petits salaires, des contrats qui ont été signés par des maires, personne ne peut changer cela. Maintenant, si quelqu'un peut vous jouer les experts sur ces questions-là, libre à lui. Mais vous savez, au-delà d'être expert dans la décentralisation, il y a des règles de gestion et d'administration que même nos étudiants en bac plus 2 en administration peuvent vous définir. Et sur ces questions-là, nous allons vraiment faire preuve d'ouverture. En tout cas, moi, les syndicalistes, nous les recevrons.
et je leur tiendrai les mêmes discours que je tiens ici. Et c'est pour ça que j'ai tenu à organiser cette conférence de presse, parce que je ne veux pas qu'il y ait un double discours. Je veux que ce que nous analysons, ce que nos services juridiques, la fonction publique, les finances, nous tous, ce que nous avons considéré comme étant, voilà l'intérêt du contribuable sénégalais dans le respect de la légalité. Et ce sont ces questions-là qu'on va discuter sur la place publique, parce qu'il n'y a rien de secret ici. Voilà. La question du logement aussi, vous êtes attendu sur cette question. Vous avez dit que le déficit en logement au Sénégal est estimé à 500 000. 500 000, c'est beaucoup. Alors, il y a eu un programme, 100 000 logements de l'ancien régime. Vous l'avez évalué, certainement. Alors, maintenant, que comptez-vous faire pour combler ce gap de 500 000 logements? Merci beaucoup. Alors, quand nous sommes arrivés, l'une des premières choses que nous avons eu à faire, c'est l'évaluation du programme 100 000 logements. Cette évaluation nous a permis tout de suite d'identifier les points qui ont fait défaut, notamment la stratégie de commercialisation, notamment la mobilisation du foncier à travers le territoire national, mais surtout l'instrument industriel, le composant industriel qui a fait défaut, parce que quand vous vous attaquez à la production de 100 000 logements, vous ne pouvez le faire qu'avec au moins une zone industrielle, avec aussi des industriels capables de produire en volume. Et combien de logements ont été effectivement créés sur les 100 000 en Aujourd'hui, malheureusement, sur les promoteurs, 9 promoteurs qui se sont lancés, aucun d'entre eux n'a été en mesure de livrer sans difficulté. Tous aujourd'hui, et c'est pour ça que notre phase d'urgence aujourd'hui, c'est d'accompagner ces promoteurs-là qui se sont lancés pour qu'ils puissent rapidement commercialiser et mettre sur le marché les logements qu'ils ont eu à construire parce qu'ils ont eu confiance en l'État. Malheureusement, l'État n'a pas pour cette fois-ci mis en place un dispositif suffisamment structuré pour permettre à cette machine de pouvoir maintenant produire des logements et rattraper le gap. Et aujourd'hui, notre ambition, nous, c'est de structurer un grand programme très avancé. Le président de la République, il y a 4 semaines, lors du Conseil des ministres, a donné des orientations claires qui nous ont ouvert. Et c'était vraiment un boulevard que le président nous a ouvert après avoir vu tous les avancées que nous avions réalisées sur ce chantier-là. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est de combler le gap de 500 000 logements sur une période de 10 à 15 ans. Donc le programme que nous sommes en train de structurer et que nous allons présenter bientôt en conseil interministériel, qu'on appelle logement et au cadre urbain rénové, est un programme qui vise premièrement la valorisation foncière, parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas avoir l'ambition de régler un tel problème si dans votre projet vous n'avez pas un composant qui permet une viabilité économique et financière. Donc aujourd'hui, nous allons lancer dans tous nos chefs-lieux des nouveaux quartiers et dans